Bonjour et bienvenue au Facebook Live de Impôt Expert. Mon nom, c'est Ida et je vais être la coordinatrice de cette activité. Alors, pour poser vos questions en dessous du vidéo dans le commentaire, vous écrivez votre question, donnez le plus de détails possible. Et pour répondre à vos questions aujourd'hui, c'est mon collègue Jerry Vitoratos. T'as J'essaie de oublié quelque corriger mon chose? studio, là, tu sais, j'en avais trop de lumière ici, là, tu sais, donc j'essaie de réparer mon studio, là, tu sais, mon gros studio dans le coin de mon sous-sol. Oui, Mais ouais, puis salut Ida. Donc vous voyez, c'est en direct, hein, on fait pas des plaisanteries, là, c'est vraiment en direct, là, qu'est-ce qu'on fait, là, donc oui, exactement. c'est ça, donc on est là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, donc allez-y dans les commentaires, évidemment, là, dans le chat, Juste en là, dessous du puis vidéo. oui, juste en dessous du vidéo, puis posez vos questions. On va afficher votre question, puis on va répondre à la question. Puis sachez qu'on fait ça. La seule affaire qu'on vous demande, c'est juste d'aimer notre page et de nous suivre. Comme ça, vous pouvez vous abonner à d'autres sessions aussi. Là, au fur et à mesure, on va donner d'autres sessions, évidemment, durant la saison d'impôt. Voilà. Je pense qu'on a déjà On a la déjà une première question. Hein? question OK, de René parfait. François. Ouais. Lorsque je mets à jour les données de l'ARC, il recopie 2 fois plutôt que remettre à jour. Ouais, ça, je suis pas sûr, honnêtement, le pourquoi. Alors je pense qu'il retourne dans ses données. Lorsque je mets Euh, à jour les données de l'ARC, donc je pense OK. que c'est téléchargement de feuillet, là, j'assume, là, c'est pour remplir. Dans ce cas-là, si je les reçois 2 fois plutôt que de mettre à jour. OK, ça c'est bizarre. Ça, il faudrait nous contacter, René. Là, je sais pas le pourquoi que vous avez un dédoublement. Parce qu'habituellement, si vous le refaites une autre fois, c'est juste une mise à jour qu'il faut que qui arrive là, et non pas un dédoublement des données. Là. Donc, contactez-nous là pour voir. OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus là. OK, OK. parce que ça, c'est difficile de voir le pourquoi. Là. C'est sans vous regarder votre dossier dans ce cas. Euh, Hein, bonjour Claude. Bonjour. Bonjour OK. Claude. Joanne Desrosiers, aide pour le maintien à domicile des aînés. Pourquoi on peut déduire l'élagage d'un arbre qui menace la toiture d'une maison et non un autre arbre qui menace de tomber carrément sur la maison? Ça, c'est une très bonne question. Je vais juste aller voir dans les critères là, pour voir. Mais il me semblait le gage. Est-ce que c'est si précis que ça dans les lagages? Je trouve ça un peu bizarre, là. Attends, je suis où là? OK. Donc, je trouve ça bien bizarre qu'ils sont tellement précis là-dessus là, pour les lagages d'arbres. Là. Ça, je trouve ça bien, bien, bien bizarre. Je suis en train de regarder maintenant. Euh, tu- tu- dans les services. Mais il est même pas là, là. Non, il est même pas dans. Ben, les lagages, je le vois même pas là. OK, non, c'est les lagages. OK, ouais, je le vois ici. Qui menace la toiture, mais non pas qui menace de tomber carrément sur la maison. Ça, c'est vraiment des détails, Joanne, là-dessus, là. Parce que je pense évidemment abattre un arbre complètement, c'est un plus gros coup, là. Probablement, c'est pour ça qu'ils disent juste les lagages et non pas dans ce cas-là carrément un coupage. Moi honnêtement, garde, vérifiez avec le gouvernement. Là, moi, je vois pas pourquoi le gouvernement ne le ferait pas. Peut-être qu'il pense que c'est plus de luxe là, ce type de service-là. Mais ouais, effectivement, là, d'après le guide, là, c'est vraiment seulement élagage qui vont seulement vous donner. Là. Donc, ça, c'est la règle. On peut rien y faire. Là. C'est selon la loi. La OK. prochaine question, Denise Bousquet. Mhm. Version en ligne. Question en lien avec le choix de cesser de cotiser au RRQ depuis le 1er janvier 2024 pour un travail indépendant. C'est clair pour Revenu Québec. Toutefois, l'an passé, j'ai rencontré un souci avec l'Agence
avec l'ARC qui a ajouté une cotisation RRQ dans ma déclaration Fédéral. fédérale, Mhm. alors que je n'avais indiqué aucune cotisation. J'ai dû retourner par la poste l'annexe 8 pour corriger la situation. Doit-on cocher une case ou ajouter une annexe pour indiquer à l'ARC que ce choix de cesser de cotiser au RRQ est maintenu pour 2025 afin que l'Agence de revenus du Canada n'ajoute aucune cotisation au RRQ? Garde, théoriquement, c'est non, là, parce que vous avez déjà fait l'élection en 2024 de ne plus payer la Régie des rentes du Québec, donc vous n'êtes pas obligé de le refaire à chaque année. Là. Donc, vous devrez pas être obligé de le faire. Là. Selon moi, là, vous l'avez fait en 2024, vous avez corrigé la situation. Oui, effectivement, on a eu des cas où l'ARC n'avait pas euh, mis à jour leur propre dossier, puis vous ont chargé la Régie des rentes du Québec que malheureusement, il fallait corriger manuellement. Ça, c'était vraiment un problème du côté du gouvernement fédéral. Mais à ce que je sache, non. Vous ne faites pas cette élection-là à chaque année. Vous avez déjà fait le choix. C'est fait. Il devrait être en mesure, dans ce cas-là, de le refléter, là, dans ce cas. OK. Chantal Boudreau. J'ai Mhm. des placements. Quelle est la version que je dois avoir du Ben, la version logiciel? qu'on a du logiciel, ben, on l'a déjà. Là, et je pense que tous les formulaires sont déjà à jour maintenant. Ils sont certifiés. Ils sont homologués, en d'autres mots, avec les deux paliers du gouvernement. Là, donc, vous êtes correct. Là. C'est pas comme l'année passée. Hein. Je comprends votre question parce que l'année passée, il fallait attendre pour l'annexe 3, qui finalement n'avait jamais, que finalement le gouvernement n'avait jamais amendé finalement. Donc, mais vous n'avez pas ce problème-là cette année. Là. Heureusement, il n'y a pas ce type de changement-là sur la déclaration de revenus pour 2025. OK. Martine Ménard. Bonjour. Est-il important de compléter l'annexe K, assurance médicaments, par un conjoint ou un autre si on utilise le revenu fractionné? C'est important de compléter avec ce cas par un conjoint ou un autre. Ben, vous avez le choix de payer la cotisation d'un conjoint. Donc, par exemple, vous pouvez avoir l'annexe K dans votre dossier et vous avez le choix de payer la cotisation de votre conjoint. OK, mais honnêtement, non, il n'y a pas, tu sais, vous avez le choix de chacun vous payer votre propre montant ou il y a une personne qui paye les deux parce que de toute façon, le montant de cotisation qu'il faut payer, c'est basé sur le revenu familial, qui veut dire c'est votre revenu combiné. Donc, peu importe la façon que vous le faites, là, vous allez payer le même montant. Là. Donc, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de changement. La seule décision qu'il faut prendre est est-ce que chacun de vous, vous allez payer votre propre montant selon votre revenu familial, encore une fois, ou est-ce qu'il y a une personne qui paye pour les deux? C'est vraiment ça, là, le choix. Prochaine question, Angie. Mhm. J'ai un T4 d'un employeur civil et un T4 de l'armée. Ouais. J'ai une erreur de système à cause du RPC. Est-ce que je suis exempté du RRQ pour le revenu de l'armée? Non. Angie, à ce que je sache, non. Vous payez la Régie des rentes du Québec. Ça se peut que vous payez le RPC parce que c'est les forces canadiennes, là, puis eux, ils vont aller avec le fédéral. Mais c'est quand même une cotisation comme la Régie des rentes du Québec. Là. Donc, il y a pas. C'est juste un transfert qui se fait après là, entre les deux paliers du gouvernement. Donc, non, vous n'êtes pas exempté. Là, vous payez. C'est juste que les cotisations RPC vont se transférer aux Régies des rentes du Québec après. Mario Latour. Mhm. Problème concernant le crédit d'impôt pour aidants naturels pour personnes de 70 ans et non avec déficience. Le Ouais. système le prend comme personne à charge. Vous avez quand même le droit au montant de aidant naturel au Québec. Là, j'assume que vous parlez du Québec, là, parce que vous avez dit 70 ans et plus. Donc, ça, c'est le critère du Québec. Si la personne réside, si cette personne à charge réside avec, donc ça peut être un parent ou peu importe, là, puis la personne réside avec l'autre, là, pour au moins 365 jours. Je pense pas que vous avez besoin de la déficience là. Dans ce cas-là, je pense que vous en avez assez avec juste aller voir l'annexe H là, 2 secondes. Là. Mais à ce que je sache, vous pouvez quand même le réclamer, là, même s'il n'y a pas de déficience pour le parent, si vous avez l'âge. Donc, donnez-moi juste 2 secondes, je vais aller voir cette section-là. Ouais, je pense pas que tu as besoin d'une déficience. Ouais, effectivement. Juste confirmer avec le guide 2 secondes. On va aller voir. La ligne 462.
Bon, aidant naturel. Vous avez aidé une personne de 70 ans ou plus avec laquelle vous avez cohabité. Ouais, il y a pas de il n'y a pas de critère de déficience quand c'est une personne de 70 ans et plus et que vous avez cohabité avec. Donc, et là, et évidemment, pour être admissible pour la cohabitation, ça prend 365 jours consécutifs, dont au moins 183 se retrouvent dans l'année en cours. OK, qui veut dire 2025. OK, donc vous pouvez le réclamer. Prochaine question. Isabelle, Isabelle, Parfait. pouvez-vous expliquer le bouclier fiscal? Oui, le fameux bouclier fiscal qui était de mon professeur, Luc Godbout, qui avait conçu, ce concept qui est malheureusement en 2026, ça va être disparu. Là. Il va plus être là, tout simplement. Donc, grosso modo, en français, là, et non pas en légal, OK, je vais essayer d'expliquer le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, tout simplement, c'est le fait que quand on gagne plus de revenus, un des effets sur la déclaration de revenus, c'est qu'évidemment, on va payer plus d'impôts. OK? Avec chaque dollar qu'on paye le plus, avec chaque dollar qu'on gagne, là, on va payer plus d'impôts. OK? Donc, et par exemple, ça pourrait qu'on va sauter dans un autre palier d'imposition, là, dont on va payer un palier qui est augmenté. Mais sachez que c'est pas la seule conséquence d'un revenu augmenté. L'autre conséquence, c'est le fait que d'autres avantages, comme par exemple des prestations, OK, ou des crédits, vont se réduire à cause du fait qu'on gagne plus de revenus. OK? Et qu'est-ce que le bouclier fiscal fait? C'est que, par exemple, et c'était vraiment visé sur deux crédits, c'était les frais de garde, et après ça, c'était visé sur la prime au travail, qui est le crédit remboursable pour les travailleurs à bas revenus. Donc, qu'est-ce qui arrivait si, par exemple, on gagnait 4 000 de plus, et à cause de ce 4 000 $-là, ben, notre taux de remboursement pour les frais de garde était on va dire, de 67 à 66 par exemple, à cause de cette augmentation-là de 4 000 $-là, ben, le bouclier fiscal venait puis disait, jusqu'à concordance de 4 000 $, vous n'allez pas perdre ce 1 de remboursement des frais de garde. Vous allez garder ce 1 %-là parce que vous êtes dans ce palier-là pour le bouclier fiscal. Et c'est pour ça que ça s'appelait bouclier, c'est parce que ça vous protégeait sur la réduction de certaines prestations et de crédits, par exemple les frais de garde et aussi la prime au travail. Donc, c'est ça, grosso modo, le bouclier fiscal. Mais sachez que 2025, c'est la dernière année qu'on va l'avoir parce que, selon l'annonce du budget du gouvernement du Québec l'année passée, c'est plus là, mais à partir de 2026. OK. La prochaine question vient de Constance. Mm-hmm. Où entrer les informations pour proche aidant? Donc, pour proche aidant, premièrement, il faut avoir la personne comme personne à charge dans votre dossier, premièrement. OK? Et deuxièmement, il faut saisir les dates dont vous résidez avec cette personne-là. OK? Et indiquer aussi une déficience si c'est le cas, ou peut-être vous avez rencontré le critère de l'âge. Si c'est le cas, ben, vous êtes correct. Habituellement, ça va se réclamer automatiquement par le logiciel, à moins que vous devez indiquer une déficience, premièrement. Et deuxièmement, dans le dossier de la personne à charge, ben, ça prend aussi les dates dont on a résidé avec cette personne-là. OK? Donc, quand on y va dans, je pense, les frais médicaux ou les crédits du Québec, là, ouais, ça aiderait si j'étais au Québec. Donc, on met au Québec. Et là, quand je vais ici maintenant pour l'handicap, bien, vous avez après ça la date d'admissibilité. Donc, si je vais partager mon écran 2 secondes, OK, et on va aller ici. Ida, je vais te cacher pour 2 secondes. Et là, on ramène ici. Donc, ici, dans la personne à charge, vous voyez, premièrement, vous avez la place où on indique la déficience de la personne, si c'est le cas. Si on peut réclamer le montant en raison de l'âge, bien, vous êtes correct. Et après ça, il faut indiquer les dates. OK, les dates, la période dont on peut réclamer. On peut réclamer, dans ce cas-là, les dates d'admissibilité ici pour le crédit pour les dents naturelles, etc., etc. Okay? Du moment qu'on a ces dates-là, ben, on est correct. Oh, là, je suis dans le conjoint. Attends. On va aller dans la personne à charge. C'est le même principe. Excusez-moi. Je vais encore une fois dans les médicaux et encore une fois, vous avez ici les dates qu'on peut saisir. Là, et vous pouvez les saisir aussi dans le dossier du chef de famille. OK? Donc, c'est là-dedans. Encore une fois, vous avez montant de déficience ici.
On clique dessus, on indique le temps de déficience, puis après ça, on indique les dates d'admissibilité. OK, voilà. Donc, c'est automatique. Si vous avez la personne à charge avec vous, premièrement, OK, c'est automatique dans ce cas-là. Et après, vous précisez les dates d'admissibilité, etc. On a une vidéo sur YouTube qui explique le tout comment le faire. OK, on a tous les détails là-dedans. Donc, on va ramener Ida et la revoilà. Donc là, le prochain, c'est qui? C'est Ami Côté. Parfait. Dans l'importation des données de l'ARC, j'ai des montants dans perte nette cumulative pour placement, la T936. De quoi Ouais. s'agit-il? Donc, qu'est-ce que ça s'agit? C'est tout simplement des frais d'investissement. Par exemple, ça pourrait être des frais, par exemple, si vous avez un immeuble locatif, des frais d'intérêt de votre hypothèque, ou par exemple, des frais de conseiller ou des frais de prêt d'investissement. Et quand ces frais-là dépassent le revenu qui sont reliés à ces frais-là, donc par exemple le revenu de location ou par exemple des intérêts ou des dividendes ou des gains en capital, ben dans ce cas-là, ça va créer ce qu'on appelle les pertes nettes cumulatives sur les placements. OK, qui est le T936. Ce montant-là va venir en compte. La seule conséquence de ce montant-là, c'est si vous avez, par exemple, si vous vendez des actions de ce que le gouvernement appelle des actions admissibles de petite entreprise, qui veut dire une société privée par action que vous vendez selon certains critères. Et si vous le vendez à profit, habituellement, vous avez le droit à ce qu'on appelle la déduction pour gain en capital, qui veut dire vous avez un plafond à vie dont vous pouvez vous exempter sur la vente de ces petites entreprises-là. Et si vous avez cette déduction-là, ben, la perte nette cumulative va venir réduire cette déduction-là par le montant que vous avez accumulé. Donc, à moins d'avoir une société privée ou à moins d'avoir une entreprise agricole ou de pêche, vous n'allez pas vraiment avoir d'effet avec des pertes nettes cumulatives. La prochaine mansarde. Bonjour. Je fais de la location Airbnb, mais je respecte les critères ci-dessous. Donc, ma maison garde son titre de résidence principale à 100 1. L'utilisation du bien comme bien location ou d'entreprise est peu importante par rapport à son utilisation comme résidence principale. 2. Vous n'apportez pas de changement structurel au bien au bien pour le rendre mieux adapté à la location ou à l'utilisation dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. Ouais. Et 3, vous ne demandez pas de DPA pour cette partie de la résidence. Question. Ouais. Est-ce normal qu'un montant soit quand même inscrit sur le Mhm. formulaire TP 726.6 PNCP dans la case Revenus tirés d'un bien locatif? Oui, parce que si vos intérêts d'hypothèque dépassent le revenu, vous allez créer des PNCP, là, peu importe ces critères-là. Là. C'est vraiment ça qui arrive. Là. L'utilisation du bien comme bien de location d'entreprise est peu important par rapport à son utilisation comme résidence principale. Ouais, il va se générer quand même, là, même avec ces critères-là. Là, il va se générer. Prochaine question, Nicolas. Ouais. Comment entrer le formulaire 1042 contenant des dividendes payés aux États-Unis? C'est dans le revenu étranger. Tout simplement, là, ben, OK, je vais aller sur l'écran ici. OK, on va le voir. Donc, on va ramener ici. OK, et là, quand vous êtes ici, dans le montage d'entrevue, quand vous allez là-dedans, OK, vous avez ici la section dans revenus et frais découlants de placement. Vous avez revenus étrangers et biens étrangers. Vous avez cette section-là dans le montage d'entrevue. Donc, cochez la case à côté de revenus étrangers ou biens étrangers. Faites suivant. Et là, vous avez ici la section revenus étrangers ou biens étrangers qui va se générer. Cliquez dessus. Et là, vous allez prendre la section revenus de dividendes étrangers. Vous allez prendre celui-là, cliquez dessus, encore une fois, et là, vous saisissez maintenant le montant des revenus, incluant le taux de change et aussi les impôts étrangers que vous avez payés. Vous avez sûrement payé un pourcentage. Habituellement, c'est 15 là, grosso modo, sur ces revenus-là. Donc, si c'est là, comme cela, vous pouvez réclamer le crédit d'impôt étranger dans ce cas. Bon, on cache ici, on ramène IDA.
Oups! Prochaine Bon, moi, je suis tout question. petit, hein? Voilà. Bon. Prochaine question, c'est de Gérard Landry. Comment saisir verre et monture de Mhm. lunettes? Oui, donc ça, c'est évidemment parce que c'est limité au Québec. Là, on peut seulement réclamer 200 $ pour les montures. On peut pas réclamer plus que ça. Donc, encore une fois, je vais revenir dans le logiciel. Et là, quand je vais maintenant dans les frais médicaux, OK, quand je suis dessus, vous avez ici frais médicaux juste là. Je clique sur le signe de plus. Et là, vous avez après ça les frais médicaux spécifiques que vous voyez ici. Donc, cliquez dessus et vous avez ici, vous devez avoir les frais de monture qui n'est plus là. Bon, c'est bien bizarre. Ah, je sais le pourquoi, parce que je suis pas au Québec. Voilà, on va le mettre parce que c'est vraiment une précision du Québec et non pas du fédéral. Donc, je retourne ici aux frais médicaux. Et là, quand je vais aux frais spécifiques, vous voyez, je devrais avoir maintenant, voilà, frais de monture de lunettes, qui est juste là. Je saisis le montant total, le chiffre va limiter au 200 $. Il va donner le restant au fédéral, il va donner tout le montant au fédéral. Et après ça, les verts, dans ce cas-là, c'est ici tout simplement comme frais médicaux. OK, directement. Donc, il faut partager la facture. Habituellement, les opticiens vont faire cette distinction-là pour vous, là, sur le reçu, parce qu'ils connaissent cette règle-là. Et là, vous allez rentrer les verts comme frais médicaux et la monture directement dans les frais médicaux spécifiques. OK, on ramène Ida. Parfait. Prochaine question, c'est de Et Chantal. on continue. Je reçois un relevé avec un Mhm. montant sous la case J, mais pas de T4. Quelle annexe je dois remplir Ouais. sur Impôt Expert? Elle a un Donc, vous avez relevé un 1 relevé avec 1, la là. J'assume que c'est un justification. relevé 1. Oui, c'est ça, avec la case J. Dans ce cas-là, vous allez saisir dans un T4A. OK, l'équivalent du fédéral dans ce cas-là, qui sont vraiment des avantages imposables seulement du Québec. Ça, habituellement, c'est relié à des assurances là, que vous avez encore avec votre ancien employeur. Ben, dans ce cas-là, ça va être un T4A relevé 1. Donc, dans le logiciel, vous allez dans les revenus de pension, dans ce cas-là, et là, vous allez avoir une section pour T4A et relevé 1. Cliquez dessus, et vers le bas, vous avez une section qui est dédiée au relevé 1 seulement avec les cases A et J. Vous saisissez les montants directement là-dedans et le tour est joué, le logiciel va faire le reste. Parfait, on passe à Louise. Mhm. Bonjour, j'ai un feuillet T 5008 avec la mention consolidée. Avec ce feuillet, j'ai 13 pages de détails des transactions de titres. Mhm. J'en ai fait un sommaire par titre. Titre. Je les ai ensuite consignés dans Impôt Expert dans la section revenus de placement, intérêts et frais Ouais. financiers. J'ai consigné 87 feuillets étant donné le nombre élevé de transactions presque à tous les jours. Est-ce possible de déclarer en tant que perte ou revenu d'entreprise dans la déclaration? Si oui, comment faire? OK, ben si la personne est considérée comme un day trader, là, comme on appelle là, du côté anglais, donc quelqu'un qui fait beaucoup de volume, ben dans ce cas-là, oui, effectivement, c'est ça dans l'entreprise, qui veut dire dans le T2125. Donc, dans la section d'impôt expert, vous allez dans l'entreprise. Mais il faut juste confirmer que la personne est considérée comme un travailleur autonome. C'est pas tous les personnes qui font beaucoup de transactions de gain capital qui sont considérées comme des travailleurs autonomes. Il faut vraiment rencontrer certains critères. Je vous recommande fortement Louise, d'appeler le gouvernement, là, de confirmer que la personne est bel et bien un entrepreneur ou c'est juste une personne qui a des transactions de gain capital. Parce que ça pourrait faire une grande différence pour cette perte-là que vous avez. Parce que je pense que c'est une perte, hein, il me semble, que ça dit. Que perte ou revenu entreprise dans la déclaration. Oui, donc vous allez dans le montage d'entrevue et vous avez une section pour revenu d'entreprise, vous cochez dessus et vous rajoutez cette section-là. Mais encore une fois, confirmez avec le fédéral, le Québec, que la personne est bel et bien considérée comme un entrepreneur. Faites attention là-dessus. Prochaine question, c'est Raymond. Je Mhm. vis aussi le dédoublement des données en utilisant la fonction pré-remplir de l'ARC et de Revenu Québec. Au lieu de compléter avec les données supplémentaires du Québec, le revenu de base est doublé. Alors, le T4 est relevé 1. C'est comme doublé.
Ouais, ça, je sais pas, là, à moins de voir le dossier, là, c'est très difficile pour moi de voir. Vous êtes mieux servi de nous contacter. Contactez notre service de soutien, là, directement, vous êtes mieux servi, là, parce que c'est très difficile de voir le pourquoi, là, dans ce cas. OK, Ben, sans regarder le dossier, on le là. sait que si le T4 et le relevé 1 ne sont pas identiques pour le nom de l'employeur, le système va penser que c'est deux relevés différents. Je sais que c'est un problème que l'ARC et Revenu Québec travaillent encore dessus. Ça fait Ouais, plusieurs années. OK, parfait. Isabelle, quoi savoir en termes de crédit d'impôt dans l'année de naissance d'un premier enfant? Ben, le seul, c'est vraiment des prestations que vous allez recevoir. Vous allez commencer à recevoir maintenant la prestation fiscale pour enfants du côté fédéral ou la prestation canadienne pour les enfants. Là, ils changent toujours les termes là, dans ce cas. Puis vous avez l'allocation familiale du Québec. Là. Si vous êtes séparé, célibataire, ben vous avez aussi le crédit d'impôt pour personnes à charge du côté fédéral, mais seulement si vous êtes séparé. Si vous n'êtes pas séparé, si vous n'êtes pas une famille monoparentale, ben dans ce cas-là, il n'y a pas ce crédit-là. Et vous avez seulement les prestations fiscales pour les enfants, là, autant au fédéral qu'au Québec, qui sont les versements mensuels, en d'autres mots. Là. Ce sont les versements mensuels que vous recevez sans impôt. Prochaine question. Je ne sais pas exactement si c'est une question. C'est optimisation d'Optimax pour les frais médicaux pour le fédéral et le Québec. Ben, l'optimisation, c'est le fait que ça se transfère entre les deux conjoints, tout simplement. Parce que du côté fédéral, on doit réduire les frais médicaux par 3% du revenu net. OK, mais ça, c'est fait individuellement. Donc, si par exemple, un conjoint a un plus bas revenu que l'autre conjoint, ben, Optimax, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre tous les frais médicaux du couple là, et va les donner au conjoint avec le moindre revenu. Comme ça, on peut maximiser le crédit pour frais médicaux. Ça, c'est pas une considération du côté du Québec parce que du côté du Québec, c'est le 3% combiné. OK, du revenu net familial qu'ils vont utiliser. Donc, peu importe qui le réclame, ça va être le même montant. Mais du côté fédéral, il y en a une optimisation à faire à cause du fait que c'est que la réduction basée sur le 3% du revenu net est individuelle. Donc, on le donne habituellement à la personne avec le moindre revenu. Et c'est automatique. Lila, excuse. OK, Amy. Bon, ma question, ma question porte sur le CILIAP. L'année Ouais. dernière, j'ai complété mon CILIAP au maximum. Puis, j'ai retiré l'ensemble suite à l'achat d'un condo. Je ne comprends pas comment remplir cette section du CILIAP sur le fichier en ligne. Ben, vous devriez avoir un T4 FHSA avec le montant du retrait. OK? Donc, vous devez avoir ce feuillet-là. Quand vous saisissez le feuillet, ça va préciser à l'annexe 15, il me semble maintenant. C'est l'annexe 15 que le retrait a été fait et que maintenant le compte est fermé. Donc, vous devriez avoir reçu un T4 FHSA, là, à ce que je sache. Là. Vous allez recevoir ce feuillet-là et ça va indiquer dans ce cas-là le retrait. Et ça va fermer tout simplement le compte. OK, c'est ça il faut saisir. OK. Mathieu Chaput. Hmm. Bonjour, je prends des REER FTQ aux 2 semaines directement sur ma paye. Je Ouais. reçois les réductions d'impôts à même celles-ci aux 2 semaines. Je rentre, je rentre quand même les feuillets dans mon rapport. Ça me semble illogique. Je reçois 2 fois la réduction, non? C'est la première fois que j'entends que vous recevez les réductions directement. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Là. Habituellement, vous faites vos cotisations, puis vous allez recevoir la réduction d'impôt sur la déclaration de revenus. C'est la première fois que je vois ça, là, honnêtement. Là. Je trouve ça un peu bizarre. Là. J'ai jamais vu ça, honnêtement. Que les réductions vous sont données au préalable. Ça, je l'ai jamais vu, là, honnêtement. C'est bien bizarre pour moi, là. Pour moi, vous cessez les feuillets tels quels. Mais j'aimerais savoir comment vous recevez ces réductions-là. C'est comment ils vont vous donner un. Est-ce qu'ils vont déposer quelque chose dans vos comptes? Là? Ça, je ne le sais pas. Là. J'ai jamais vu ça, honnêtement. Prochaine question de Paul Ouais. Cloutier, excusez. Mhm, Dans Impôt Expert T2, est-ce que mhm. les annexes 50, 100, 125, 141 sont produites automatiquement? Non. Non. 100, 125, 141, c'est vos états financiers. Donc, c'est sûr, c'est pas produit automatiquement. Là, vous devez les saisir. Mais vous avez le choix, si vous utilisez l'échelle de comptabilité,
d'importer directement de ce logiciel-là vos états financiers, parce que ces logiciels-là comportent un outil qui vont convertir les données en format IJRF et ils vont vous créer un deuxième fichier. Et ce fichier-là, vous pouvez l'importer directement dans Impôt Expert T2 pour compléter les annexes 100, 125, 141 qui sont vos états financiers. Le 50, c'est les actionnaires. Donc, c'est sûr que ça se fait pas automatiquement, particulièrement la première année. À partir de la deuxième année, oui, le logiciel va reporter ces données-là. Mais les états financiers, c'est sûr que non, à moins d'importer directement de logiciel de comptabilité. Prochaine question vient de Richard. Mhm. Frais médicaux. Au sujet de la déduction pour les lunettes au Québec, le montant pour les montures est limité à 200. Cependant, au niveau fédéral, l'ARC ne fait pas de mention de limite à ce sujet. Comment le Mhm. logiciel fait cette distinction et comment faire l'entrée du montant dans ce cas spécifique? Donc, je l'ai montré déjà, là. Vous avez tout simplement retourné un peu en avance dans la vidéo. J'ai montré comment le faire étape par étape, comment saisir. Donc, résumé, dans la section de frais médicaux, vous avez un menu déroulant pour les frais spécifiques. Cliquez dessus, vous avez une option de frais de monture. Vous rentrez le total des frais de monture et c'est là que le logiciel va faire la distinction entre les deux paliers, va limiter le Québec à 200 $. OK. Élise, pour la section Mhm. des revenus de retraite, je reçois ma rente de mon ancien employeur. Dans quoi dois-je entrer cela, régime non enregistré ou rente? Habituellement, quand c'est un employeur, c'est un T4A. Vous allez le saisir dans un T4A, c'est une RPA habituellement. Donc, allez-y dans le T4A et c'est la case 16. Donc, dans la section revenus de pension, sélectionnez le T4A et là, après ça, vous avez la case 16 du T4A habituellement. Quand ça provient de l'employeur, c'est vraiment un RPA. C'est là-dedans, mais votre employeur devrait vous envoyer un T4A. Là. Je comprends pas pourquoi vous n'avez pas de feuillet là, dans ce cas-là. Ils sont obligés de produire un feuillet, le feuillet équivalent pour que vous le déclarez correctement sur la déclaration de revenus. Mais habituellement, c'est le T4A. On vient de faire Élise. OK. Ouais. René, Ouais. dans les frais médicaux, je suis assurée par la RAMQ pour 2025. Est-ce que Ouais. je, est-ce que je déduis la prime 2024 pour le fédéral? Ah oui, c'est quand vous avez payé les primes qui sont admissibles au fédéral. Et le logiciel le fait automatiquement. Le logiciel va reporter à l'année suivante ce frais-là. Si vous commencez avec le logiciel, absolument, les frais de 2024, vous les réclamez comme frais médicaux pour 2025. OK, parce que vous les avez payés en 2025 quand vous avez produit votre déclaration de revenus. Alors qu'au Québec, et c'est assumé par le Québec qu'ils sont payés jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale. Donc, le Shell va les prendre immédiatement, là, les frais du côté du Québec. Mais au fédéral, absolument, vous pouvez réclamer les 2024. Prochaine question de Jocelyne. Mhm. Jocelyn, excuse. J'ai entré certaines données, mais je voudrais tout réinitialiser dans Impôt Expert et recommencer à zéro pour importer les données de l'ARC. Comment faire pour réinitialiser mes données pour 2025? À moins de créer un nouveau dossier, là, carrément. Ben, il peut juste Ou tu supprimer supprimes les les feuillets. T4, les feuillets, Ouais, seulement les ouais. feuillets, pas le dossier À, au complet. à chaque feuillet que vous avez saisi, vous avez un petit moins là, dans le navigateur de gauche. Cliquez dessus pour le supprimer, puis refaites le téléchargement, tout simplement. Mario Latour, pourquoi le système le prend pas car je ne devrais pas être une personne à charge? OK, ça c'était pour sur l'annexe Ah, H. OK. Dans ce cas-là, il faut aller dans la personne à charge et juste fausser les dates, là, parce que l'échelle, du moment que vous avez plus de 70 ans et que vous êtes une personne à charge, le chef va essayer de réclamer automatiquement la personne parce que Impôt Expert va assumer que vous résidez avec les dents naturelles. C'est ça qu'il va faire. Donc, il faudrait rentrer dans votre dossier et fausser la date tout simplement, mettre juste le 1er janvier des deux bords, là, puis là, vous n'avez plus maintenant le critère de cohabitation et ça va supprimer tout simplement, le crédit dans ce cas. Sylvie Bélanger. Comment récupérer mon rapport d'impôt si je l'ai supprimé par erreur, déjà soumis au gouvernement? Il n'y a pas grand-chose à faire, là, à moins que vous avez fait une copie de sécurité vous-même là, sur votre ordinateur. Il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Si vous êtes en ligne, ben nous, on le sauvegarde pour vous. Là, si vous utilisez notre version en ligne, qui est Impôt Expert
.ca, ben là, vous ne sauvegardez pas localement. Mais si vous avez utilisé Impôt Expert pour Windows, vous sauvegardez localement, ben malheureusement, là, on peut rien y faire, là. Il faut juste faire des copies de sécurité de votre ordinateur, comme ça, vous vous assurez que vous avez bel et bien ces fichiers-là. Peut-être que vous pouvez chercher quelqu'un qui est spécialisé dans le recouvrement là, de fichiers, mais à part de ça, il n'y a pas d'autre façon. Impôt Expert ne peut rien faire là-dessus, là, dans ce cas. OK. Prochaine question, Carmel. Mm-hmm. Où entrer pour le fédéral une somme remboursée, prime d'assurance salaire d'une année antérieure? Ou entrer pour le fédéral. OK, je comprends. Ben c'est une déduction là, dans ce cas-là. Vous allez dans autre déduction et crédit, là. Vous le cessez là-dedans parce que vous avez remboursé une prestation qui vous a été trop versée dans ce cas. Donc, vous allez dans autre déduction tout simplement, mettez-le directement là-dedans. Dans autre. Donc, vous allez dans le navigateur de gauche, vous avez une section qui s'appelle autre déduction et crédit. Prenez celui qui est générique, là, haute déduction, et là, c'est le montant directement là-dedans. OK. Prochaine question de Hélène. Mon Hélène. beau-père Mhm. mon beau-père a vécu en 2025 8 mois en résidence privée et 4 mois en CHSLD. Je mets tout dans frais médicaux Ouais. et est-ce que j'ai droit au crédit de maintien à domicile aussi? Oui, ben, OK. Tu mets pas tout dans les frais médicaux. Les 8 mois de résidence privée, effectivement, vous allez les mettre dans le maintien à domicile. Parce que c'est plus payant en plus, là. OK? Le maintien à domicile, là, c'est plus payant. Puis c'est là-dedans que vous allez le mettre parce que vous allez récupérer 39 des frais. OK? Donc, ça vaut la peine de le mettre là-dedans, mais c'est seulement pour les 8 mois. Les 4 mois en CHSLD, ça, vous allez rentrer dans les frais médicaux. Ça c'est rentré directement. Mais les 8 mois en résidence privée, il faut que ça soit dans le maintien à domicile et on ne peut pas dédoubler ce montant-là. Donc, du moment que vous utilisez maintien à domicile, on ne peut pas les réclamer comme frais médicaux. Donc, les 8 mois, maintien à domicile, les 4 mois, frais médicaux, CHSLD. Prochaine question de Mohamed. Mm-hmm. Bonjour, est-ce qu'il y a une case ou une ligne pour déclarer les dons ou cadeaux donnés aux parents? Non. Non, vos parents ne sont pas des organisations de charité. Vous n'êtes pas une organisation de charité reconnue par le gouvernement et les dons ne sont pas imposables. Donc, c'est non. Il y a place pour rentrer ces montants-là. Prochaine question de Kelly. Bonjour, c'est Mm-hmm. où et comment on réclame les frais de gestion de nos investissements? OK, on va le voir, on va le montrer dans l'écran. Excuse-moi, Ida, je vais te cacher pour 2 secondes. Donc, quand vous allez dans la section revenus de placement et d'intérêts financiers, OK, si vous ne l'avez pas, ben, vous le rajoutez dans le montage d'entrevue, là, tout simplement. OK, donc revenus de placement et d'intérêts financiers. Quand vous êtes là-dedans, vous avez ici frais financiers ou frais d'intérêt. OK, vous allez là-dedans, cliquez sur le plus là-dedans et rajoutez les frais financiers dans ce cas. On cache, on ramène Ida. La revoilà et on continue. La prochaine question vient de Lynn. Bonjour, j'ai une question concernant le Mhm. PNCP. Dois-je ajouter cette info qui apparaît au sommaire des montants reportés à 2025? Si oui, à quel endroit? OK. Oui, regarde, ça ne devrait pas vous affecter, honnêtement, là, à moins que vous avez, comme je l'avais mentionné auparavant, une société privée par action là, que vous allez vendre à profit plus tard. Là, seulement que vous admissible. Mais ça nuirait pas de saisir ce montant-là, puis c'est très facile de le faire. OK, je vais le remontrer encore une fois. OK, donc dans la même section de revenus de placement d'intérêts et frais financiers, là, c'est la même section que j'avais montrée auparavant. Bien, vous avez ici, autre annexe T936, solde PNCP. Vous cliquez dessus, là, et là, vous saisissez ici le solde. OK, là-dedans. Et le tour est joué, là, vous le saisissez dans cette section-là. Encore une fois, vous ne devrez pas voir là-dedans, mais on peut le saisir facilement, comme je viens juste de le montrer. Parfait. On continue. Suzanne. Mhm. J'essaie de changer le code 14 au code 1 pour la ligne 248 Revenu Québec. Ceci semble lié au relevé 29 selon Revenu Québec. Ce n'est pas de revenus de travailleurs autonomes. Comment changer?
Le code 1. Ouais, ça habituellement, ça, c'est par exemple des personnes qui vont prendre en charge des enfants, là, dans le parmi les enfants je me souviens plus, mais c'est quoi le terme là, mais c'est pas adoption là, c'est vraiment je perds mes mots là. C'est je ne me souviens plus maintenant. Ok, on a perdu Ida là, mais elle va revenir dans quelques secondes. OK, ouais, déduction pour Région du Québec, déduction pour la cotisation. C'est quoi le code que vous voulez mettre? Vous voulez mettre le code. OK, on va ramener Ida. J'essaie de changer le code 14 au code 1 pour la ligne 248. Il n'y a pas de code 14. Est-ce que vous voulez dire... Ah, OK. OK, là, je comprends. Valeur de placement de REER. Moi, je suis pas sûr vraiment de votre question, Suzanne. Là. 248. Attends, juste aller voir la déclaration de revenus pour comprendre le principe un peu, là. OK, donc, si on y va ici. OK, déduction. Ouais, il n'y a pas de code 14, là, il me semble. C'est juste le code 1 ou 2, là. C'est déduction. C'est pour le relevé 29, mais le relevé 29, c'est ailleurs, là. C'est pas vraiment cette case-là. Il n'y a pas de code 14, c'est sûr que je le sache. Quand je reviens ici, là. Ouais. Il y en a pas. On va revenir là-dessus, Suzanne. OK, parce que j'en vois pas là. OK. Prochaine question de Isabelle. Question en lien avec le télétravail et les dépenses d'emploi. Quoi faire si je n'ai pas accès Ouais. à l'information de l'employeur? Changement d'emploi et congé parental, donc plus accès au système. Ouais. Bonne question. Parce que là, vous n'avez pas le certificat, là. Si vous n'avez pas accès à l'employeur, ben, regarde, vous appelez l'ancien employeur directement. Et vous leur demandez pour le T2200 là, et le TP64.3. Ça les prend. Là. Ça prend absolument ces certificats-là pour être capable de transmettre au gouvernement. Particulièrement au Québec, là, ils ont besoin du TP64.3. Il faut les contacter. Même si vous n'avez pas accès à leur portail, là, il faut les contacter. Prochaine question de Voltaire. Hop. C'est un peu à l'inverse de mon écran. OK. Oui. Parfait. Lorsque je saisis les informations pour le crédit pour personnes vivant seules, le montant n'apparaît pas dans la section sommaire Ouais. Québec. Comment puis-je connaître le montant admissible dans ma déclaration? Ben, personne vend seul, et ça prend aussi un des critères, c'est le revenu net que vous avez gagné. Donc, si vous dépassez le seuil de revenu net, le seuil de revenu net pour réclamer ce crédit-là, ben, vous n'auriez pas le crédit tout simplement. C'est pour ça que vous ne le voyez pas dans le sommaire. Mais ça se peut aussi que ces crédits-là, habituellement, apparaissent sur une ligne comme un peu fourre-tout là, du gouvernement, là, tout simplement. Il n'y a pas une ligne dédiée à ce que je sache pour personne devant ça, c'est juste le résultat de l'annexe B. Là, juste aller voir, c'est peut-être que j'ai tort là-dessus. Mais dans les crédits non remboursables, ouais, c'est ça, c'est la ligne 361. Donc, OK, ben si vous ne le voyez pas, il y a des fortes chances que votre revenu est trop haut. C'est à cause de ça, là. Prochaine question de Bernard. Mhm. J'ai hérité Attends, du là. piano de mon père à son décès, il y a 10 ans. En 2025, j'ai vendu l'instrument de musique à un musicien professionnel pour 8 800 $. Dois-je le déclarer comme revenu? Oui, c'est un gain en capital que vous avez. C'est un bien à usage personnel. C'est ça que vous allez utiliser comme option. Donc, je vais juste vous montrer rapidement dans le logiciel. Donc, ici, j'ai la version professionnelle ici. Donc, quand montage d'entrevue, vous retournez dans le montage d'entrevue, vous allez dans le gain en capital.
Donc, vous avez ici gain en capital, là, c'est dans les revenus et frais découlant de placement. Vous cochez la case, vous dites suivant. OK? Et après ça, vous avez la section gain en capital et PTPE. Cliquez dessus. Et là, vous avez ici bien à usage personnel. Juste là. OK? C'est celui-là que vous allez saisir. Sachez que le minimum du coût est 1000 payé là, dans ce cas. Donc, dans ce cas-là, le coût minimum, ça va être 1000 $ qui va être indiqué par le logiciel automatiquement et vous saisissez qu'est-ce que vous avez reçu qui est le 8800. OK. On cache le logiciel. On le ramène ici. On va ramener IDA. On continue. OK. Commentaire de Mario. Il dit la Hop. vidéo sur les aidants naturels est un petit peu n'est pas à jour. Alors, Jerry, il faudrait regarder ça OK. prochainement. OK, je vais aller voir, là. Je vais aller OK, voir dans ce cas. Michel, il y a plusieurs années, j'ai importé les données de l'ARC et du Québec et les données ont été comptabilisées en double. Depuis ce temps, j'importe seulement les données de l'ARC et je complète manuellement celle du Québec. Est-ce que le problème a été réglé? Pas à 100 Ouais, c'est ça que encore. je ne sais pas, là. Ouais, je sais pas. Attends, on va mettre l'écran correctement. Ouais, c'est ça, là, parce que je vois d'autres commentaires que c'est doublé, là. Donc, ça devrait pas arriver, là, honnêtement, là, ça devrait pas. Non. Ben, on sait que Mais les deux contactez-nous, là. gouvernements, oui, les deux gouvernements travaillent là-dessus. Ouais, ouais. Prochainement, c'est Francine. Pourquoi j'ai un montant dans la T936 perte nette sur placement? OK, ça, je l'ai expliqué plusieurs fois, là. Honnêtement, c'est un cas qu'on voit quasiment jamais. Et là, je l'ai expliqué 3 fois, là, aujourd'hui. Donc, regardez dans le vidéo, là, un peu plus tôt, là, j'explique le tout, là, sur le T936. Je l'ai déjà expliqué. OK. Isabelle, est-ce que le montant cotisé dans un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première maison est imposable? Soit le montant ou les intérêts. Donc, premièrement, c'est pas imposable, c'est déducible. Donc, les cotisations que vous effectuez dans ce cas-là, c'est le CELIAP, là. C'est le CELIAP dans ce cas-là, elles sont déducibles comme un REER. Donc, vous avez une déduction sur la déclaration de revenus et les montants qui sont gagnés à l'intérieur du compte sont à l'abri de l'impôt. Donc, non, vous ne déclarez pas ces montants-là ou les gains que vous avez faits dans le compte durant l'année, là, sont à l'abri d'impôt. Prochaine question, Gilles. Mhm, Frais médicaux. Est-ce que les primes d'assurance collective payées, mhm, retirées directement de notre paye par l'employeur peuvent être mhm. inclus dans les calculs des frais médicaux? La réponse est oui, absolument. C'est un frais médical admissible, donc vous les rajoutez parmi vos frais médicaux que vous voulez réclamer, là. Absolument. Attention, c'est indiqué aussi dans la case J de. Non, 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 c'est les Ah, frais que lui a payés. OK, C'est les OK, frais que non, c'est lui a ça. payés. Donc c'est lui qui a payé. Oui, la portion employeur, c'est la case J. Puis au Québec, c'est admissible seulement. Mais du moment que c'est retenu à la source de lui, ça veut dire que c'est ses versements. Donc, oui, ils sont admissibles comme frais médicaux. OK, Absolument. parfait. Prochaine question, Paul. La T2, est-ce que le bilan et l'état des résultats doivent être fournis à part, téléchargés ou? Point d'interrogation. Euh, fourni à part, non, c'est deux annexes distinctes. OK, le bilan, l'état du résultat sont deux annexes distinctes. Habituellement, si vous utilisez le logiciel de comptabilité et que vous importez les données directement de eux, les deux vont être inclus, là. Mais si vous les saisissez manuellement, vous saisissez les deux annexes manuellement. Ce sont deux annexes séparées. Donc, vous les saisissez manuellement. Prochaine question. Mhm. Où je peux rentrer d'autres T4A case 30? Attends, quelle Non, personne? où je peux entrer d'autres revenus T4A case 30? OK, mais juste me dire le nom, là, parce que tu as juste allé directement dans la question. Je ne trouvais pas Ah la oui, personne. excuse. OK, ouais, ouais. Où je peux rentrer T4A, la case 30. Donnez-moi 2 secondes, je vais aller voir. Je connais pas cette case-là. Toutou. On va aller voir. C'est quoi? OK, la case 30, c'est quoi? La case 30. OK, OK. Donc, la case 30, c'est des redevances. Répartition selon l'apport commercial. Inscrivez ne déclarez pas. Vous devriez l'avoir, là. Il me semble dans le logiciel, on va aller voir.
Ici, si je vais dans un T4A qui serait les revenus de pension, dans ce cas, voilà, la section revenus de pension ici qui inclut le T4A. Là, j'arrive dans revenus, attends, ouais, voilà, revenus de pension, on devrait avoir la case. Je clique dessus, le voilà, l'apport commercial, la case 30, il est juste là sur le feuillet. Donc, allez-y dans le T4A, le feuillet, allez-y dans la case 30, puis c'est votre montant. On ramène IDA. La Prochaine revoilà. question de Réseau Voyage Amitié. Parfait. Quand on est travailleur autonome et qu'on achète un équipement de plus de 2500, Mhm. faut-il absolument l'amortissement? Ouais. Si je pense que mon équipement va durer 3 ans, il me semble que les calculs selon l'impôt sur catégorie 8 et va amener un Mhm. amortissement de 20. Donc, ça va Ouais. prendre beaucoup plus que 3 ans à amortir. Est-ce qu'on amortit Ouais. dans nos livres comptables pour 3 ans et à l'impôt, on fait selon le formulaire qui calcule automatiquement? OK, donc la réponse serait oui si c'est un bien qui a une longue vie. Dans ce cas-là, et vous l'avez précisé, c'est 3 ans. Donc oui, effectivement, ça devrait être un bien amortissable. Ça va être la catégorie 8, donc vous l'amortissez pour 3 ans et du moment que vous disposez du bien, il faut faire une disposition du bien dans la catégorie 8. Donc, vous n'allez pas continuer à l'amortir après l'avoir disposé. Vous allez déclarer la disposition et ça se peut que vous allez avoir une perte finale ou une récupération. Habituellement, ça va être perte finale. Quand vous allez disposer du bien, elle n'aurait certainement pas de valeur marchande dans ce cas-là. Donc, votre disposition va être zéro. Et qu'est-ce qui va vous rester dans ce qu'on appelle le FNAC, qui serait la valeur au début de l'exercice après à la troisième année, bien, vous allez le prendre comme déduction qu'on appelle perte finale. OK, dans ce cas-là. Donc, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Prochaine question de René. Parfait. Mon gestionnaire fait plus de 100 transactions en bourse. Puis-je les consolider ou dois-je remplir des centaines de feuillets? Non, vous pouvez les consolider. Il n'y a pas de problème là, René, parce que quand vous transmettez la déclaration de revenus par impôt net, le gouvernement voit seulement le cumulatif. Il ne voit pas tout le détail des transactions. Ça se peut qu'ils vont vous demander une annexe plus tard, là, si vous êtes soumis à une vérification. Donc, c'est une bonne idée d'avoir un sommaire Excel à quelque part, OK, si vous êtes soumis à une vérification, mais non, vous pouvez les cumuler dans le logiciel et transmettre seulement le cumulatif. Il n'y a pas de problème là. En répondant à Chantal, oui, le vidéo sera disponible sur Facebook plus tard, ainsi que on va le mettre aussi YouTube. sur notre YouTube. Exactement. Sylvestre, doit-on Sylvestre, ouais. cocher quelque chose ou remplir une section pour obtenir des versements anticipés de l'allocation canadienne pour les travailleurs ou c'est automatique? Sylvestre, c'est automatique. Il faut juste produire la déclaration de revenus à temps, tout simplement. Et là, le gouvernement va commencer à vous verser l'allocation canadienne pour les travailleurs de façon anticipée. Il faut juste produire la déclaration de revenus. Donc, il faut l'envoyer au gouvernement. C'est tout. C'est automatique. OK. La prochaine question vient de Mu. Je Mhm. suis liquidateur testamentaire. Décès de ma mère en mars 2025. Elle avait des placements. Son compte a été joint au mien avec une balance en prévision de rembourser ses impôts. J'ai aussi des placements à cette banque. Il m'est difficile de différencier les feuillets que je reçois et ceux de ma mère. Ceux de ma mère devraient-ils tous être identifiés fiducie de le nom de ma mère? J'ai reçu Ouais. un relevé identifiant seulement à mon nom, état des revenus de fiducie T3. Est-ce que je dois les déclarer? Est-ce que je dois déclarer le revenu dans mon rapport ou celui de ma mère? Non, c'est celui de ta mère. Il faut vraiment faire la distinction parce que si c'était un compte partagé entre vous, 50-50, ben dans ce cas-là, 50% des revenus devraient être déclarés dans la déclaration finale de votre mère. Parce que quand ce montant-là est transféré chez vous, et comme vous êtes un héritier dans ce cas-là, ben le gouvernement va faire ce qu'on appelle une disposition réputée de ces actifs-là à leur juste valeur marchande à la date du décès. Donc, il faut vraiment différencier entre les deux et déclarer le revenu directement dans le dossier de votre mère. Et la disposition, c'est encore une fois la juste valeur marchande de ces actifs-là à la date du décès. OK, c'est ça qu'il faut déclarer comme disposition.
Prochaine question de Solange. Mhm. Gain en capital. Quel est le montant que je peux inscrire afin de réduire mes impôts avec des pertes des années antérieures ou entrer ce montant dans le logiciel? Qu'est-ce que je peux inscrire afin de réduire mes impôts avec les pertes dans les années antérieures et où entrer? OK, ben, je vais vous montrer où aller saisir ces montants-là. C'est automatique, vous n'avez pas besoin de faire ces décisions-là. Donc, on va arriver là-dedans. Donc, quand vous allez, encore une fois, on va aller dans le montage d'entrevue. OK? Et dans le montage d'entrevue, vous devez avoir une section historique pour les pertes et le restant. OK? Donc, quand on y va ici, reporter information de l'année précédente et vous avez perte d'année antérieure, perte à reporter. Donc, encore une fois, je suis dans le montage d'entrevue. Vous avez perte d'année antérieure, perte à reporter rétrospectivement. On coche la case, on dit suivant. Là, vous allez voir la section perte d'année antérieure qui va se générer dans votre navigateur de gauche dans l'entrevue. Vous cliquez dessus et là, après ça, vous allez dans perte nette en capital d'autres années. Vous le voyez ici, vous cochez le plus, vous cliquez sur le plus là-dessus et le logiciel maintenant va générer la page dont vous pouvez saisir maintenant tous les pertes en capital reportées des années antérieures que vous n'avez pas utilisées encore. Et vous allez par année, évidemment, OK, il faut les saisir. Bon, on continue. On ramène Ida. La revoilà. OK. Prochaine question, Manon. J'ai Hein? perdu mon emploi et j'ai reçu une indemnité de cessation d'emploi, montant complet en 2025. Aurais-je dû recevoir deux T4, excusez, deux Deux T4 T4 et de relever, relevé deux 1. relevés 1 ou le tout en un seul relevé pour chacun des paliers? Salaire de janvier à mai, puis indemnité payée en juillet. Ça dépend du type d'indemnité qu'ils vont vous payer. Là. Si c'est un revenu d'emploi, ben, ils peuvent le rentrer dans un feuillet. Là. Ils vont juste le rajouter à votre revenu d'emploi de l'année. Ça dépend encore une fois de quel type d'indemnité vous avez reçu. C'est-tu une allocation de retraite ou c'est-tu un salaire dans ce cas? Donc, ça se peut qu'ils vont faire deux, mais habituellement, ils vont faire un si l'indemnité est considérée comme revenu d'emploi. Là. Donc, ils vont juste le jumeler dans un feuillet. Donc, c'est pas bizarre que vous avez seulement un feuillet, parce que c'est certainement un revenu d'emploi qui vous ont payé. Prochaine question de Sylvain. Où Mhm. se trouve l'annexe 7 pour contribution non utilisée? Un montant de 2057 doit-il être inscrit pour les premiers 60 jours de 2025 ou aux contributions d'années précédentes? Les 60 premiers jours de 2025, non, vous aurez dû les déclarer en 2024. C'est ça le problème. Là. C'est que les 60 premiers jours de l'année sont considérés comme des cotisations pour l'année précédente. Donc, dans votre cas, les 60 premiers jours de 2025 auraient dû être déclarés en 2024. C'est pour ça qu'on ne peut pas les rajouter dans les contributions de l'année précédente. Le gouvernement va les rejeter là, quand vous allez transmettre la déclaration de revenus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut amender l'année 2024, rajouter les 60 premiers jours de 2025 et retransmettre la déclaration de revenus. Et là, le gouvernement va les comptabiliser comme des cotisations et on peut les reporter là, mais il faut les déclarer en 2024, les reporter en 2025 et là, on peut les utiliser. Là, on peut pas les rajouter en 2025 comme des cotisations inutilisées. On peut pas le faire là, parce qu'ils auraient dû être déclarés l'année précédente. Prochaine question de François. Je ne trouve Mm-hmm. pas où faire le crédit de revenu de pension et le crédit de revenu de retraite. Vous n'avez pas besoin. Vous saisissez les revenus de pension dans les bonnes cases. Là, habituellement, c'est des feuillets de revenus de pension, que ce soit T4A, T4RSP, T4RIF, et le logiciel va les réclamer automatiquement si vous êtes admissible. Et n'oubliez pas que les types de revenus de pension qui sont admissibles sont seulement, par exemple, les pensions d'employeurs, REER ou FER, et il faut avoir 65 ans et plus pour les REER et les FER. Pour le T4A, qui sont les RPA, il n'y a pas d'âge. OK, mais pour les deux autres, ça prend l'âge. Il faut avoir 65 ans et plus pour le réclamer et c'est Impôt Expert qui va le déterminer automatiquement. Il n'y a pas une case à cocher pour les réclamer.
OK. Jessie, une cliente a un Mhm. bail pour son RPA qui indique par un X un loyer de 1000 et des services de 1000. Dans le logiciel, je coche tous les services, mais il y a seulement une case pour le loyer. J'inclus donc le 2000. Non, c'est le 1000 il me semble, qu'on peut seulement réclamer. Là, parce que dans votre cas, c'est pas. Ben, c'est un RPA. Oui, c'est quand même c'est une résidence privée pour personnes âgées, là, quand même. Euh, indique par exemple, un loyer de 1000 des services de 1000. OK, OK, OK. Dans le logiciel, je coche tous les services, mais non, non, c'est 2000, excusez-moi. Non, non, vous avez raison. C'est 2000 que vous incluez, là, parce qu'il faut inclure le montant pour les services aussi. Là, on parle de maintien à domicile encore une fois. Prochaine question, Gérard. L'ARC me demande un code au début du formulaire. Il semble que je n'ai pas produit mes impôts si je n'ai pas de code. Est-ce le cas? Vous n'avez pas besoin de ce code-là. Là. Honnêtement, c'est le code pour avoir d'autres renseignements. Vous n'avez pas besoin de ce code-là. Vous pouvez transmettre sans ce code. Vous n'avez pas besoin. Jessie, autre question. Un client n'a pas fait la déclaration d'une cotisation CILIAP en 2023. Comment doit-il faire pour revenir en arrière? Ben, vous faites une amendée, tout simplement. Vous revenez en 2023, vous changez les données pour considérer le CELIAP et là, vous retransmettez la déclaration de revenus. Ça, c'est une façon que vous pouvez le faire avec Impôt Expert. Sinon, vous allez dans le portail de Revenu Canada et vous faites le changement de la déclaration de revenus directement par le portail. Vous pouvez le faire de cette façon-là aussi. OK. Lisette, Oups. OK, on a perdu Ida. Donc, Lisette, comment entrer les infos d'un 1042 quand je reçois une rente USA? OK, donc le 1042, ouais, juste aller voir encore une fois le formulaire, là, parce que je ne me souviens plus. Euh, bon, c'est quoi le type de revenu qu'on a là-dedans habituellement? Je pense que ça dépend du type de revenu, là. Mais 1042, je pense que c'est travailleur autonome, ça se peut-tu? Foreign person's US source income subject to withholding. Bon, on a les revenus là-dedans. Attends. euh, Donnez-moi juste 2 secondes. Euh, bon. On va aller voir quel type de revenus. OK, donc ça pourrait être des pensions, ça pourrait être des dividendes. Donc, c'est revenus étrangers, tout simplement. Là. Je l'ai montré auparavant. On va ramener Ida. C'est des revenus de pension, c'est des revenus étrangers, tout simplement. Donc, je l'ai montré un peu auparavant, là, mais encore une fois, vous allez dans montage d'entrevue. Vous avez une section pour les revenus de placement, là, puis là-dedans, vous avez revenus étrangers. Cochez la case, dites suivant, et là, allez-y là-dedans et choisissez le type de revenu dans ce cas. prochaine question de Richard. J'aurais des questions concernant l'annexe 1E au Québec pour les remboursements des taxes foncières accordées aux producteurs forestiers. Si à la fin de l'année, il reste une partie inutilisée des dépenses de mise en valeur admissibles, normalement le solde doit être utilisé sur un maximum de 10 ans. Est-ce qu'il existe une façon de reporter le solde par année des dépenses de mise en valeur ou doit-on le faire manuellement en dehors du logiciel? Est-ce que le solde inutilisé de cette année va se reporter automatiquement à l'annexe E de l'année 2026? Est-ce que le solde reporté de cette année va se reporter dans les tableaux des montants reportés d'année en année, un peu comme les pertes agricoles restreintes reportées des années antérieures? Charles, c'est une très bonne question que je vais vous revenir là-dessus. Honnêtement, je connais pas tellement la taxe foncière pour les producteurs forestiers. Là, je vais être honnête avec vous. Là. Je vous reviens là-dessus. On va vous répondre directement dans le chat. OK, parce que je ne me souviens pas là, dans ce cas. OK, prochaine question de Germaine. À quel endroit Mhm. on indique justement qu'on ne veut plus cotiser au RRQ travailleurs autonomes plus de 65 ans? OK, on va les voir. Donnez-moi 2 secondes. Là. Euh, juste indiquer que mon client a 65 au moins. Euh, hop, attends.
Donnez-moi 2 secondes, là. 160, OK. Donc, le client, c'est 60. On va aller voir. Je pense que ça devrait être dans les revenus d'entreprise, là, il me semble. On va aller voir. Ouais, c'est une très bonne question. À moins que c'est dans le questionnaire de Revenu Québec. Ouais, OK, on va revenir là-dessus. Là. Je me souviens plus maintenant, c'était où exactement, cette section-là. Il me semblait le travail indépendant là, qu'on le faisait, mais je le vois pas là. Je le vois pas là-dedans. Si je vais dans Québec. OK, je vous reviens là-dessus. OK, on va vous répondre directement dans le chat. Là. On va vous répondre. On Riyad, continue? Riyad, j'accorde plusieurs heures de travail service techno gratuitement à un organisme OBNL. Est-ce que je peux considérer cela comme un don en nature, sachant que je ne donne pas d'objet ou aucun bien physique? Ça va être très difficile de faire cet argument-là avec le gouvernement, honnêtement. Je pense pas qu'ils vont l'accepter là. Tu pourrais les appeler là pour leur demander cette question-là, mais selon mon expérience là, je pense pas qu'ils vont l'accepter là. Ils vont accepter ça. Prochaine question de Françoise. J'ai des formulaires pour télétravail de mon employeur. Où dois-je les insérer lorsque je complète électroniquement avec Impôt Expert? Hop, attends. OK. J'ai des formulaires de télétravail de mon employeur. Où est-ce que je dois indiquer comme électroniquement avec impôt? J'ai des formulaires de télétravail avec mon employeur. OK, ben c'est dépenses d'emploi là, dans ce cas-là. C'est là-dedans. Donc, vous allez dans la section revenus d'emploi. Dans le montage d'entrevue, là, vous avez une section qui s'appelle revenus d'emploi. Et là, vous allez avoir une section qui vous dit dépenses d'emploi. Donc, je vais juste le montrer sur l'écran là, rapidement. Donc là, je suis dans le montage d'entrevue. Vous avez ici, vous avez la section emploi et autres prestations. Vous avez ici dépenses d'emploi. Vous cochez la case simplement, vous dites suivant, et après ça, vous complétez la section pour dépenses d'emploi. Et là, vous allez déduire vos dépenses, mais sachez qu'il faut être admissible. Hein? Donc, il faut vraiment rentrer les critères d'activité. OK, on OK, ramène on passe à Ida. Abou Bilal. Est-ce que les frais d'activité sportive sont toujours acceptés pour être réclamés? Au Québec, oui. Au fédéral, non. Tout simplement. Pour les enfants là, qu'on parle là, de 15 ans et moins, entre 7 ans et 15 ans, la réponse est oui au Québec, mais pas au fédéral. OK. La prochaine question de Claude. Est-ce qu'il est nécessaire de reporter les informations des années précédentes chaque année? Ou deux, je produis ma déclaration en même temps que celle de mon fils. Est-ce qu'Impôt Expert me permet de transmettre la mienne d'abord, puis celle de mon fils à une date ultérieure? Est-ce qu'il est nécessaire de reporter les informations de l'année précédente chaque année? Non. Si vous gardez le produit, non. Le logiciel va reporter à l'année suivante automatiquement. Je produis ma déclaration en même temps que celle de mon fils. Est-ce qu'Impôt Expert me permet de transmettre la mienne d'abord? Oui, absolument. Oui, oui. C'est par étapes là, que vous allez transmettre. Là. Vous transmettez le vôtre en premier, puis après ça, vous pouvez transmettre votre enfant plus tard. Il n'y a pas de problème là. OK. Le prochain, c'est Daniel. Où se trouve l'annexe J pour inscrire les montants à soumettre pour le maintien à domicile des aînés? OK, donnez-moi une seconde, je ne trouve pas la question. Daniel Lambert? OK. Ouais, parce que pour moi, c'est inversé. Là. Ils sont plus hauts. Ils ne sont pas en bas. Ouais, non, j'ai j'ai C'est un peu difficile de suivre. Là. mmh Où se trouve l'annexe J pour inscrire les montants à soumettre maintien de domicile? OK, regardez mon écran. Donc, premièrement, il faut voir l'âge. OK, donc, il faut avoir l'âge de 70 ans et plus. Donc, dans l'identification, je dois mettre une personne qui a au moins 70 ans. Là, donc, on va dire 1950, je devrais l'avoir. Et là, quand j'ai cette section-là, vous allez voir, une section va apparaître ici qui s'appelle service de maintien à domicile.
n'avez pas besoin d'aller dans le montage d'entrevue du moment que vous avez l'âge prérequis. Dans ce cas-là, vous pouvez. Oups, là, j'ai perdu l'écran. Dans ce cas-là, vous allez avoir immédiatement le service de maintien à domicile, cliquez dessus, et là, vous allez compléter tout simplement les sections appropriées. OK. OK. Donc, je retourne ici. Prochaine question OK, de on retourne à Lise. Ida. Mhm. OK. Lise, parents séparés sans conjoint de fait, 2 enfants aux études à temps plein. Chaque parent peut désigner un enfant à la ligne 30 400. Est-ce Mhm. que chacun parent ouvre un dossier dans dossier, donne les informations pour les 2 enfants, mais produit la déclaration seulement pour un enfant déclaré à la ligne 30 400? Oui. Donc, premièrement, la réponse est oui. Chaque parent, donc vous dites chaque parent peut désigner. Oui, absolument. Donc, chacun, si c'est une garde partagée, chacun des parents peut se partager les enfants parce qu'on peut seulement réclamer un enfant pour personne à charge. Dans ce cas, est-ce que chaque parent ouvre un dossier pour le renseignement des 2 enfants, mais produit la déclaration seulement? Oui, effectivement. Parce que si vous avez les études à temps plein que vous voulez réclamer de l'enfant que vous ne, qui n'est pas pris comme personne à charge, bien, la seule façon de les prendre, c'est d'avoir l'enfant là-dedans. Donc, effectivement, c'est exactement ça qu'il faut faire, Lise. Mario qui reparle des aînés, du crédit pour aidants naturels, il dit oui, mais le système demande toutes les informations complètes de la personne, incluant son revenu, etc., comme si la personne était à ma charge. Le système me demande toutes les informations complètes de la personne, incluant son revenu. Comme si la personne était. Mais pourquoi cette personne-là est avec vous, là? Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre. Là. Pourquoi vous avez cette personne comme personne à charge s'il n'est pas vraiment à charge? Parce que c'est sûr que le chef va essayer de réclamer des montants du moment qu'il voit cette personne-là parce que cette personne-là est à charge. Donc, pourquoi vous avez cette personne-là comme personne à charge? Il me semble que cette personne devrait être indépendante ou indépendant. Prochaine question de Diane. Mhm. Sur la T2125 pour travailleurs autonomes, où saisir la DPA pour bâtiment, matériel roulant de plus dans section G du formulaire? M'expliquer c'est quoi le PSPA et le pourcentage attribué du plafond du PCI et à qui ça s'adresse. Merci. OK, donc, pour où saisir la DPA pour bâtiment, ben, vous allez dans la section DPA pour les travailleurs autonomes. Donc, je vais cacher ici, je vais montrer ici. On revient et je vais juste rajouter un travail autonome. Donc, premièrement, montage d'entrevue. Bon, on va assumer que vous l'avez déjà. Vous avez la section de revenus de travail indépendant. Quand je prends un revenu d'entreprise, ben, dans ce cas-là, vous avez la section DPA juste en dessous. Vous voyez ici dans le navigateur, là, vous avez DPA. Cliquez dessus et le bâtiment devrait être de la catégorie 1, habituellement. OK? Donc, c'est la catégorie 1 à 4 là. Donc, habituellement, c'est là-dedans. OK, que vous l'avez. OK. En termes de PSPA et de PCI, c'est plus applicable maintenant. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. C'était la passation en charge immédiat. Dans ce cas, qui est plus valide maintenant à partir de 2025. Donc, vous n'avez pas besoin de vous en soucier là-dessus. On ramène Ida. Oups. La revoilà. OK. La prochaine question vient de Germaine. Si on cotise au CELIAP et qu'on le retire dans la même année, ai-je droit tout de même à un crédit comme un REER? Théoriquement, oui. Vous l'avez, à moins que vous annulez la cotisation. Là. Euh, mais théoriquement, ouais. Je ne sais pas s'il y a une date butoir, s'il faut attendre 90 jours au moins. Là. Mais à ce que je sache, il n'y a pas cette date butoir-là. Donc, il me semble que vous pouvez le déduire dans ce cas. Il me semble que vous pouvez. Boukrara, pouvez-vous expliquer l'optimisation d'Optimax pour les frais médicaux? Je pense qu'on l'avait déjà répondu, On l'a celle-ci. déjà expliqué plus tôt, là, ouais. Exactement. OK. Xiuli, la Mhm. T5008 devise est USD. Je dois convertir en canadien pour déclarer. Quelle case je dois remplir si j'ai bien rempli? Et est-ce que je dois remplir actions, fonds mutuels ou autres biens non amortissables dans la section gains en capital? Et PTPR. Euh,
Ouais, PTPE, ouais. Est-ce que je dois remplir les actions, fonds mutuels et autres dans la matière, dans la section? Oui, c'est là-dedans habituellement. Vous pouvez le rentrer dans le 5008 aussi, là, ou vous pouvez le rentrer dans la section gain en capital. Puis oui, il faut faire la conversion, là. C'est vraiment dans les devises canadiennes qu'il faut déclarer, là, dans ce cas. Vous utilisez tout simplement le taux de change de la Banque du Canada. Prochaine question de Raymond. OK. Bonjour, j'ai pris ma retraite de la fonction publique fédérale en 2023. Mhm. En 2025, j'ai reçu un salaire rétroactif suite à la signature d'une nouvelle convention collective. Ouais, J'ai reçu un formulaire T1198. Je ouais, crois que c'est une option de déclarer ses revenus en ouais, 2023 au lieu de 2025 et non ouais, une obligation, mais ce serait avantageux de le faire au niveau de la RRQ. Comment procéder? Puis il y a ouais. une OK. sous-question. Ouais, J'ai voulu faire une simulation à partir de ma déclaration 2023. Je veux éviter de changer le palier d'imposition, mais j'ai utilisé la version en ligne d'Impôt Expert et je ne vois pas comment faire la simulation sans modifier ma déclaration originale. Est-il ouais. possible de sauvegarder comme nouveau fichier? Ça, tu vas répondre à cette portion-là. L'autre portion, le T1198, oui, vous pouvez le produire à l'aide du logiciel, mais sachez que ça va être une déclaration papier. Donc, vous allez le faire quand même en 2025 parce que le problème que vous avez maintenant, c'est que le salaire rétroactif a été déclaré sur un feuillet de 2025. Donc, il faut le déclarer quand même comme vous le faites à l'habitude. Comme vous le voyez, mais après ça, vous allez produire le T1198 et l'équivalent du Québec. Donc là, je vais juste le chercher 2 secondes là, dans le logiciel pour voir c'est quoi la section là, qu'on doit utiliser. Euh, parce que je me souviens plus comme ça, là, c'est lequel. Je sais que Impôt Expert, le revenu de placement d'intérêt, montant de vue. OK. Donc, pourquoi on l'a pas? Autre revenu. OK, donc c'est dans autre revenu. Donc ici, juste partager mon écran encore une fois pour vous le montrer. OK, donc ici, comme vous le voyez, non. OK. Ici, comme vous le voyez, ici, là, vous avez une section qui s'appelle Autres revenus. Puis lui, c'est implicite. Là. Cliquez dessus. Et là, vous voyez, vous avez le T1198 et vous avez l'équivalent du Québec. Il faut compter les deux. Déclarer le revenu pour 2023, mais sachez que c'est pied. Hein? Ne transmettez pas cette déclaration de revenu-là. Vous allez imprimer et vous allez rajouter le T1198 au fédéral et le TP 766.2 au Québec et vous le postez. Comme ça, eux, ils peuvent procéder au paiement rétroactif. Bon, on retourne. IDA ici. Oups. Pour La sa deuxième revoilà. OK. partie, étant donné que c'est en ligne, je ne pense pas on peut refaire une simulation dans le même dossier parce qu'on supprime à moins qu'il ne sauvegarde pas, mais à chaque fois qu'on fait page suivante, ça sauvegarde le dossier. Alors, je vous conseille de communiquer avec le soutien aide à impoexpert.ca afin de voir s'il y a une façon de le faire. Moi, j'en connais pas, honnêtement. Carole, on prend où le numéro pour ImpoNet que vous demandez dans le début du logiciel qu'il faut envoyer les rapports par Internet? Le code n'est pas nécessaire à ajouter. Non. Il se trouve sur votre avis de cotisation. Oui, mais vous n'avez pas besoin là, pour transmettre. Vous n'en avez pas besoin. Suzanne, Impôt 2024. Le particulier qui a vendu sa maison en 2024 et ne l'a pas ajouté à ses déclarations de l'an dernier. Amendez. C'est tout. Vous retournez en 2024, vous amendez, vous retransmettez la déclaration de revenus et je vais faire des prières pour vous là. Quand vous allez retransmettre, parce que ça va être des pénalités assez sévères là, quand ils n'ont pas déclaré la vente d'une maison. Là. Il y a des pénalités assez sévères là-dessus. Normand, donc pour Mhm. le bouclier, si on est retraité, pas de besoin de cocher? Non, non, parce que c'est vraiment pour les frais de garde et la prime au travail qui sont pour les travailleurs à bas revenus. Là. Donc non, vous n'avez pas besoin. OK. Prochaine question, Kevin. Mhm. Où et comment inscrire dans Impôt Expert les droits de mutation pour un duplex récemment acquis? Dans le coût.
Vous allez les rajouter dans le PBR, tout simplement. C'est des frais d'acquisition là, dans ce cas-là. Donc, pour votre, si le duplex, j'assume un duplex, donc c'est un revenu de location, donc vous allez le rajouter au PBR, tout simplement. OK, c'est ça que vous allez faire. OK. Richard, Mhm. mon employeur ne veut pas transmettre de T4 ni de relevé 1. Que dois-je faire? Ah, wow, OK. Richard, honnêtement, et donc ils ne transmettent pas de copie au gouvernement, ben vous êtes quand même tenu de déclarer les revenus là. Donc vous devez les déclarer là et les saisir dans le logiciel, même si le gouvernement n'a pas de copie. Puis là, vous avez, regarde, on veut pas faire ça là, mais ils sont tenus de le faire. OK. Donc s'ils le font pas, ils vont être pénalisés par les deux paliers du gouvernement là. Donc vous appelez le gouvernement puis dites-leur que, regarde, mon employeur veut pas le faire. Ils vont vous demander les renseignements de l'employeur et ils vont les contacter pour leur demander le feuillet. Jacques, pour votre question, revisez vos données ou si vous avez encore des questions, communiquez avec le soutien parce qu'on ne peut pas répondre une question sans voir les détails. René, les frais médicaux, doit-on déduire la prime 2024 au niveau fédéral en 2025? On a Oui, on l'avait répondu, la déjà réponse est dit. oui. Ouais. Martin, le code, on vous l'a dit, c'est pas nécessaire, mais il se trouve sur votre avis de cotisation. Mhm. Joël, pour des frais d'études pour son enfant qui a été payé, mais l'enfant n'a pas été aux études finalement. Les frais n'ont pas pu être remboursés. Donc, est-ce qu'on peut les mettre sur Ouais. le rapport d'impôt? Oui, oui, oui. Même s'il n'a pas fait des études, là, vous les avez payés. C'est probablement parce que la personne a lâché après la date butoir là, pour être remboursée. Ça, c'est très fréquent. Là. Je me souviens même, moi aussi, j'étais coupable là-dessus quelques fois quand j'étais à l'université. Donc, oui, oui, tu peux les déduire. Là. C'est des frais que vous avez payés. Michel, les médicaments comme Ozempic, qui sont Ouais. prescrits par le médecin, mais pas couverts par notre assurance, peuvent-ils être réclamés comme frais médicaux? Oui, oui, oui. Vous pouvez les faire. Ouais, parce qu'ils sont prescrits par le médecin, donc c'est le seul critère que vous avez besoin. Donc, la réponse est oui. Vous pouvez les déduire. Luc, une Ouais. personne a ouvert un CELIAP en 2024 sans mettre de l'argent dedans, donc Oui, aucun feuillet T4FHSA et non ouais, pas déclaré l'ouverture au CELIAP dans le ouais. rapport d'impôt 2024. En OK. 2025, on a mis 16 000 dans le CELIAP, mais l'ARC accepte seulement 8 Ouais, 000 car effectivement. elle a dit qu'il n'y avait pas d'annexe 15 Ouais, en 2024. On doit ouais, donc envoyer une annexe 15 pour 2024. Est-ce ouais, obligatoire d'aviser les impôts l'année où on ouvre le CELIAP, même si on ne met pas de l'argent dedans? ouais, ouais. C'est le même principe pour les REER. Par exemple, tu sais, on peut cotiser dans les REER. Si on ne veut pas déduire les REER, on doit quand même les déclarer et ne pas les déduire. Donc, pour le CELIAP, ça prend absolument l'annexe 15. C'est la seule façon que le gouvernement peut bien déterminer votre plafond. S'ils ne connaissent pas ce renseignement-là, là, ils ne le savent pas. Donc, ils ne vous donnent pas le plafond. C'est aussi simple que ça. Jocelyne, expliquez les crédits pour travaux à domicile. 77 ans, on demeure dans notre résidence unifamiliale. Pour travaux à domicile, on demeure dans notre résidence unifamiliale. OK, oui, c'est les services, tout simplement. Donc, vous avez le droit de réclamer certains services que vous avez engagés du fait que vous résidez dans votre maison. Là. Donc, quelques services, exemples de services, juste aller directement dans le guide là, pour vous les préciser. Là. 400, il est où? 458. Résidence, service, ouais, voilà. OK, attends. Ouais. Donc, vous avez ici, vous habitez, non, OK, parfait. Vous avez habité dans un immeuble de logement en 2025, dans un immeuble copropriété, service d'entretien, maintien, dont les services entretien ménager, entretien d'appareils des appareils électroménagers, nettoyage de tapis, de meubles rembourrés, nettoyage de conduits d'aération, le ramonage de la cheminée. Après ça, vous avez aussi l'entretien du terrain, donc entretien, fertilisation et la tonte du gazon, entretien de la piscine, entretien des ais et des plantes à bande, l'émondage des arbres et le ramassage des feuilles. Donc, ça, c'est des exemples que vous pouvez réclamer sur l'immeuble. Vous avez aussi d'autres, par exemple, des soins personnels, vous pouvez aussi réclamer.
et autres services admissibles. Donc, par exemple, l'aide à l'habillage, à l'hygiène, etc. Donc, tout cela, ça fait partie des services que vous pouvez réclamer, même si vous résidez dans votre propre maison et non pas dans une résidence pour personnes âgées. OK, prochaine question. On a Karenina qui pose encore la question sur le bouclier fiscal et qui Retournez en arrière. réclame. On va regarder ça plus tard. Vous retournez en arrière. Est-ce Ouais. est-ce que les taxes foncières incluent les taxes scolaires? Car je ne trouve pas la ligne pour les taxes scolaires. Ah oui, habituellement, Vous oui. mettez-vous Vous ensemble. incluez les taxes scolaires parce que c'est basé sur le fait que vous êtes propriétaire d'une maison. Donc, ça fait partie de cela. Donc, si vous pouvez le déduire, par exemple, dans un revenu de location, par exemple, comme dépense, oui, absolument, vous pouvez le déduire ou les mettre dans Pour les impôts fonciers. Tihinan, pourriez-vous m'expliquer le Mhm. NEXCA pour le régime d'assurance médicaments du Québec? Oui, ben tout simplement, c'est le régime public pour les prescriptions. Donc, quand vous allez à la pharmacie, ben vous avez un remboursement du gouvernement de vos prescriptions. Ben sachez, ce service-là n'est pas gratuit. On doit le payer. Donc, si vous n'êtes pas couvert avec une assurance privée, ben vous êtes couvert avec l'assurance du gouvernement de la RAMQ. Et là, vous payez un montant qui est déterminé sur l'annexe K. Donc, l'assurance que vous êtes obligé ou tenu de payer dépend de votre revenu et de votre situation. Par exemple, vous pouvez avoir des exceptions. Par exemple, vous recevez vous recevez un gros montant de supplément. Par exemple, vous êtes un étudiant à temps plein entre 18 et 25 ans. Tous ces types d'exceptions-là, vous n'êtes pas tenu de payer. Mais dans les autres cas, si vous dépassez les seuils de revenus, vous allez payer cette assurance-là du gouvernement et c'est déterminé sur l'annexe K. C'est simplement ça. Réseau voyage famille, amitié, Ouais. excuse. Si j'ai placé de l'argent dans des certificats de placement garantis avec l'aide d'un courtier et qui me charge des frais de gestion et de tous ces placements, est-ce déductible? Oui, si ces placements-là sont dans un compte qui n'est pas enregistré, qui veut dire c'est pas un REER, c'est pas un FER, c'est pas un CELIAP, c'est pas un CELI. OK? Donc, si vous avez acheté ces CPG-là dans un compte imposable, qu'on appelle qui est non enregistré, oui, vous pouvez déduire ces frais-là. Sylvie, bonjour, j'ai deux questions. Un, ma belle-mère handicapée est décédée en décembre 2025 et ce que je dois la laisser Est-ce comme que je personne à dois? cha est-ce que je dois la laisser comme personne, à charge dans le rapport d'impôt de mon beau-père pour qu'il reçoive le Ouais, crédit de personne aidante? ouais, ouais. Et si celui de personne handicapée? Ou dois-je faire Hmm. 2 impôts séparés? Beau-père et seul et personne décédée. La Question réponse est non. On va le faire les deux ensemble. Donc, pour ta première question, Sylvie, vous allez produire les deux ensemble. C'est comme ça que ça deuxi fonctionne. Deuxième Ouais. question, mon ami s'est séparé en juillet 2025, mais il a quitté la maison seulement en décembre 2025. Est-ce que je change son état civil de conjoint de fait à séparé à partir de juillet ou seul à partir de décembre? Mon ami s'est séparé en juillet 2025, mais il a quitté la maison seulement en décembre. Non, c'est à partir de juillet, parce que c'est le fait que la relation est rompue, là. C'est la date quand la relation est rompue. Le fait qu'ils résident ensemble, ça fait rien, là, parce qu'ils sont plus dans une relation conjugale. OK? Donc, à cause de cela, la date de séparation, c'est vraiment le juillet, mais il faut juste attendre le 90 jours après le juillet pour concrétiser le fait qu'ils sont séparés. Mais là, selon ce que je vois, là, ils ont facilement dépassé le 90 jours. Donc, la date de séparation, c'est vraiment le juillet. C'est vraiment à partir de cette date-là. Donc, je pense qu'on va faire une ou deux autres questions parce qu'on Oui, a déjà nos une heure et sympathies, demie, là. madame Martin. OK. Ouais, on va juste faire une ou deux autres questions parce qu'on a déjà dépassé le temps Oui, pas mal. je Puis pense on que tu va as d'autres. répondre directement dans le chat, là. On avait beaucoup de OK. personnes, hein? Ouais, Dany, les frais de ouais. gestion de portefeuille sont-ils inscrits sur les feuillets reçus de l'institution financière? Si oui, où dois-je les inscrire? Ah, la réponse est non. Habituellement, ils mettent pas les frais sur les feuillets. Habituellement, ils vont vous donner des factures, là, et c'est ces factures-là que vous allez utiliser pour réclamer ces frais-là. Et vous allez tout simplement dans la section revenu de placement. OK, quand vous cliquez dessus, vous avez une ligne pour les frais financiers. Vous allez là-dedans, vous les saisissez. Mais ils ne sont pas sur les feuillets. Cherchez la facture qu'ils vous ont envoyée. Nicole, Mhm.
Mon mari est décédé en novembre 2025. Nos sympathies. Nicole, Mhm. est-ce que j'envoie son rapport d'impôt électroniquement en même temps que le mien? Comment vais-je recevoir son remboursement d'impôt? Ah non, je pense à lui, il ne serait pas admissible, me semble, pour l'impôt net. Vous l'êtes admissible, mais pas lui. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est que vous allez, avec la déclaration de revenus, vous allez envoyer par la poste et vous allez mettre le testament. OK, comme ça, le gouvernement, ben, une copie du testament. Vous n'avez pas besoin de mettre l'officiel, mais une copie du testament. Comme ça, le gouvernement va savoir que l'héritière de la fiducie qu'on peut dire, là, de la personne, de votre conjoint, c'est vous. Et là, ils vont vous envoyer tout simplement les documents directement chez vous. Parce que là, vous êtes maintenant le représentant légal. OK. Je pense une autre question, puis on va conclure ici, puis après ça, on va rentrer puis répondre directement au chat. Donc, on va faire une autre question. OK. Yves, Mhm. concernant les frais médicaux encourus aux États-Unis ou en dollars américains, quel est le taux de Ouais. change à utiliser pour faire la déclaration pour frais médicaux? Donc, vous avez le choix. Vous pouvez soit utiliser le taux moyen annuel de la Banque du Canada ou le taux moyen mensuel du mois où vous avez encouru les frais. OK, donc vous avez le choix entre les deux là. Vous prenez qu'est-ce qui est plus avantageux là, tout simplement, puis déclarez-le de cette façon-là. Euh, Benoît, on va faire OK. Benoît. Ouais, un autre, ouais. Je suis mariée, mon épouse a un plus gros revenu que moi. Quelles sont les déductions que je peux transférer à ma conjointe et qui nous seraient avantageux puisque nous fonctionnons avec un seul budget familial? Ça dépend de qu'est-ce que vous avez. Ben, les frais médicaux, habituellement, ça va être toi qui vas les réclamer. Ça se peut que les dons, si vous en avez, c'est vous allez les transférer directement à votre conjoint parce qu'elle peut réclamer les crédits non remboursables dans ce cas-là. À part de ça, ça dépend qu'est-ce que vous avez dans la déclaration de revenus, parce que qu'est-ce que vous pouvez transférer, c'est montant raison d'âge. Je pense que vous travaillez là, donc vous n'êtes pas là. Revenu de pension, vous êtes probablement pas là. Et vous avez les frais de scolarité. Si vous avez des frais de scolarité, vous pouvez transférer dans ce cas-là des frais à votre conjoint. Ça se fait automatiquement par le logiciel sur l'annexe 2. Mais à part de ça, il n'y a pas d'autres choses vraiment que vous pouvez transférer. Mais ça, sachez que Impôt Expert s'en charge de ça. Là. Vous saisissez les renseignements que vous avez chacun dans votre dossier individuel, puis le chef va faire le transfert automatique après. OK, donc je pense on va Oui, conclure on ici va là parce arrêter que ça. Je veux juste ouais. mentionner Angie et Sue. Si vous avez des erreurs pour la transmission ou si vous n'êtes pas certain de quelque chose dans votre déclaration, vous avez besoin d'aide, du soutien, s'il vous plaît, envoyez un courriel en premier à aide@impoexpert.ca et avec les détails de votre situation ou votre problème que vous avez et si c'est nécessaire, demander un retour d'appel. Ils vont vous envoyer avant un courriel et ils vont déterminer s'ils sont capables de vous aider par courriel ou avoir besoin d'un appel. C'est très important. Euh, Donc merci, on, Jerry. Je pense qu'on est ouais, passé à travers ouais, un petit peu pas mal de questions, puis ouais, j'en ben, on ai avait vu eu beaucoup de plusieurs qui questions, se ouais, répètent. Le ouais, vidéo va ouais, c'est être vrai. disponible. Alors, Bon, on va retourner dans le chat, là, puis on va essayer de répondre à certaines de vos questions directement. Donc, merci beaucoup encore une fois tout le monde merci d'avoir beaucoup. venu, là. On le fait pour vous, là. C'est vraiment, c'est comme vous voyez, c'est gratuit, on vous demande rien. Juste un petit like, un aimé ou de suivre notre page. On va refaire ça, là, probablement dans 2, 3 semaines, on va avoir un autre, là, qu'on va donner. Puis entre-temps, on va répondre directement au chat, là. On va vous Oui, répondre puis directement là-dedans. Jerry va revérifier le vidéo pour les dents naturelles, puis l'autre, Ouais, on va les reviser. ouais, C'est beau. exactement. OK, parfait. Merci beaucoup tout le D'accord. monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Passez, passez une très belle journée. Merci.